J'ai mis tout le monde à la porte lors de ma pendaison de crémaillère après que mon beau-frère a saccagé mon bureau. Ma femme a dit que j'avais choisi mes biens matériels plutôt que notre mariage. Puis j'ai vérifié la caméra de surveillance du couloir et j'ai découvert qu'elle l'avait regardé faire. Je m'appelle Antoine, j'ai 41 ans, et il y a 8 mois, j'ai épousé Alix, que je croyais sincèrement être la personne la plus calme et la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Je travaille dans l'assurance pour les professionnels, ce qui signifie que la plupart de mes journées se composent de contrats, de tableurs, d'appels téléphoniques, et de prétendre que mon dos ne me fait pas mal à force de rester assis trop longtemps. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas une immense villa avec une piscine et un garage pour 3 voitures. J'ai acheté une maison modeste en banlieue lyonnaise après des années d'heures supplémentaires, de déjeuner sur le pouce, de meubles d'occasion, et de refus de vacances que je ne pouvais pas me permettre. L'allée avait une réparation de fortune quand j'ai emménagé. Les chaises de la terrasse provenaient d'une voisine qui remplaçait les siennes. J'ai peint le salon moi-même sur 2 fins de semaine et j'ai quand même réussi à oublier un coin derrière la bibliothèque. Mais elle était à moi. Ce n'était la maison de rêve de personne d'autre, mais c'était le premier endroit où je pouvais entrer, poser mes clés et sentir que j'avais enfin construit quelque chose de solide pour moi-même. La seule pièce de cette maison que je protégeais était mon bureau, et apparemment, cela a fait de moi le méchant dans la famille de ma femme. Le bureau n'était qu'une petite chambre d'amis au bout du couloir. Rien d'extraordinaire. Il y avait un bureau, 2 moniteurs, une station d'accueil, une imprimante qui se bloquait si on la regardait de travers, des classeurs étiquetés pour les dossiers clients, les archives fiscales, les papiers d'assurance. Et un tiroir où je gardais un carnet de mots de passe et quelques affaires personnelles. J'y gardais aussi une petite boîte de vieilles cartes de football. Elle n'avait pas assez de valeur pour prendre ma retraite, juste des souvenirs que j'avais conservés depuis mon enfance. Et sur un support dans le coin, il y avait la guitare de mon père. Mon père est décédé il y a 6 ans. Cette guitare n'était pas chère. Elle avait des frettes usées, une sangle délavée, et une petite marque près du bas dont je me souvenais depuis mes 8 ans, quand il l'avait heurtée contre la table de la cuisine en m'apprenant 3 accords. Elle sentait encore faiblement le cèdre et les vieilles cordes. Je n'en jouais pas beaucoup, mais parfois, après une longue journée de travail, je m'asseyais dans cette pièce, je la tenais et j'avais l'impression que la maison était moins vide. Cette pièce n'était pas un sanctuaire. C'est là que je gardais mon travail, mes dossiers, et la dernière partie de mon père que je sentais encore proche. Ma règle était simple, personne n'entrait dans le bureau sans demander. C'était tout. Je me fichais que la famille d'Alix utilise la cuisine, le jardin, la salle de bain des invités, le salon ou la télévision. Je me fichais que sa mère réarrange les coussins, même si elle le faisait à chaque fois qu'elle venait. Je me fichais que ses cousins laissent des gobelets en carton sur la rampe de la terrasse. Je ne me souciais que d'une porte fermée au bout d'un couloir. Au début, Alix agissait comme si elle comprenait. Elle disait que c'était ma pièce de travail quand quelqu'un s'approchait de trop près. Mais après notre mariage, sa famille a commencé à venir plus souvent, et ce petit soutien s'est estompé. Sa mère, Corinne, était polie de la manière dont les gens le sont quand ils vous jugent encore. Elle passait son doigt sur le rebord de la fenêtre et disait « Tu finiras bien par t'occuper des stores ». Elle qualifiait mes meubles de « pratiques », ce qui sonnait en quelque sorte pire que laid. Elle ne disait jamais rien d'ouvertement cruel. Elle avait juste une façon de donner l'impression que j'étais l'hôte d'une inspection. Le frère cadet d'Alix, Théo, était différent. Théo avait 29 ans, était sans emploi, et avait toujours une blague sous la main qui n'en était pas vraiment une. La première fois qu'il est venu après le mariage, il se trouvait dans ma cuisine, a ouvert le placard où je gardais les tasses à café, et a dit « Ça doit être agréable d'avoir ton petit château ». J'ai ri parce que je pensais que c'était ce que je devais faire. Une autre fois, quand j'ai demandé aux gens de ne pas poser leur verre directement sur la table d'appoint en bois, il a levé les 2 mains et a dit « Faites tous attention. Antoine pourrait nous envoyer une facture ». Quelques personnes ont ricané. Alix m'a adressé ce sourire crispé qu'elle utilisait quand elle voulait que je laisse tomber. J'ai laissé tomber. C'est devenu une habitude. Théo faisait un commentaire, je sentais ma mâchoire se crisper, Alix riait légèrement et disait qu'il me taquinait, et j'avalais la pilule parce que je voulais la paix. Je voulais que mon nouveau mariage fonctionne. Je voulais que sa famille m'apprécie, ou du moins ne me voie pas comme un étranger qui avait volé Alix et imposé des règles dans la maison. Mais Théo continuait de pousser. Si je mentionnais le travail, il disait « Oh,
le grand ponte de l'entreprise est là. Si je disais que je devais prendre un appel, il disait « Attention tout le monde, confidentialité client en cours ». Si la porte du bureau était fermée, il la montrait du doigt et disait « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, des lingots d'or ?» Un dimanche, pendant le déjeuner, Corinne a demandé si elle pouvait entreposer des chaises pliantes supplémentaires dans le bureau jusqu'à sa prochaine visite. J'ai dit « Je préférerais garder cette pièce dégagée, mais je peux faire de la place dans le garage. » Théo a ricané et a dit « Détends-toi, maman. » C'est là qu'il cache ses dossiers secrets. Alix a ri. Pas un grand rire, mais c'était suffisant. Après leur départ, alors que je pliais le linge avec elle dans notre chambre, j'ai dit « J'ai besoin que tu arrêtes de me faire passer pour le méchant parce que j'ai une seule pièce privée. » Elle a jeté une serviette sur le lit. Personne ne te fait passer pour le méchant. Ton frère, si. Théo plaisante surtout. Il plaisante sur cette pièce à chaque fois qu'il est ici. Elle a soupiré comme si je lui avais demandé de remplir sa déclaration d'impôt à minuit. C'est bizarre d'inviter ma famille et ensuite d'agir comme si un couloir était une zone réglementée. Il y a des dossiers de travail dedans. Et des affaires personnelles. Alors ferme-la à clé. Je ne devrais pas avoir à fermer à clé une pièce de ma propre maison pour empêcher ta famille d'y entrer. Elle m'a regardé et a dit, tu vois? C'est ça, le ton. Tu dis ma propre maison comme si j'étais une invitée. Ça m'a pris par surprise. Alix, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais si. Tu l'as acheté avant notre mariage, alors à chaque fois que j'essaie de faire en sorte que ma famille se sente la bienvenue, tu me rappelles qu'elle est à toi. Je suis resté là, une serviette à la main, ne sachant pas quoi répondre sans déclencher une plus grande dispute. Car légalement, oui, la maison était un bien propre à mon nom. Je l'avais achetée avant le mariage. Mais je n'avais jamais dit à Alix qu'elle n'avait pas sa place ici. Je ne lui avais jamais demandé de participer au remboursement du prêt. Je ne l'avais jamais traitée comme une locataire. Je voulais juste qu'on laisse une pièce tranquille. Alors j'ai dit, je n'essaie de mettre personne mal à l'aise. Je demande un respect élémentaire. Elle a répondu, alors arrête d'agir comme s'il faisait quelque chose de mal. C'est la première fois que je me souviens d'avoir senti quelque chose basculer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas exactement. Plutôt comme un voyant d'alarme. Un mois plus tard, Alix a parlé d'une pendaison de crémaillère. J'ai trouvé ça étrange car nous y vivions déjà depuis des mois, mais elle a dit que nous n'avions jamais vraiment célébré correctement après le mariage et le déménagement. Je veux que tout le monde voie la maison, a-t-elle dit. Juste un samedi décontracté. Rien d'énorme. Ce qui ne devait pas être énorme est devenu ses parents, ses frères et sœurs, 2 cousins, 3 amis de la famille, quelques voisins, et assez de nourriture pour que ma cuisine ressemble à l'arrière-boutique d'une épicerie. Je ne voulais pas d'une grande fête, mais j'ai accepté parce que j'essayais encore. J'ai acheté un plateau de crudités du supermarché, des steaks hachés pour des burgers, des chips et des boissons diverses. J'ai emprunté 2 tables pliantes à un collègue. J'ai rempli l'évier de la buanderie de glace et y ai mis les boissons parce que la glacière était déjà sur la terrasse. J'ai tondu la pelouse ce matin-là, essuyé le miroir de la salle de bain, passé l'aspirateur 2 fois, et rangé mon bureau pour qu'au moins les documents de travail confidentiels soient à l'abri. Avant que quiconque n'arrive, je suis resté 1 minute dans le bureau. L'ordinateur portable était sur sa station d'accueil. Les moniteurs étaient repoussés. Les dossiers étaient empilés. La guitare de papa était dans le coin. J'ai fermé les stores, éteint la lumière et fermé la porte. Alix m'a croisé dans le couloir en tenant un paquet d'assiettes en carton. S'il te plaît, assure-toi que les gens n'entrent pas dans le bureau, ai-je dit. Son visage a changé instantanément. Antoine. Je ne commence rien. Je le dis juste maintenant. C'est une fête. Personne ne se soucie de ton bureau. Super. Alors ce ne sera pas un problème. Elle m'a fixé, puis s'est éloignée sans répondre. La fête a bien commencé. Les gens sont arrivés avec des plats en aluminium et des gâteaux du commerce. Corinne a apporté une salade de pommes de terre et a fait un commentaire sur le fait que ma cuisine fonctionnait assez bien pour recevoir. Je l'ai ignoré. Les enfants couraient dans le jardin. Quelqu'un a mis de la musique dans la cuisine. Pendant peut-être 1 heure, j'ai pensé que j'avais surréagi. Puis Théo est arrivé.
Il est entré avec des lunettes de soleil bien que ce soit le soir et un pack de 6 bières comme s'il me faisait une faveur. Il a regardé le salon et a dit, eh bien, regardez-moi ça. Le château a des invités. J'ai forcé un sourire. Content de te voir, Théo. Ne t'inquiète pas, j'ai essuyé mes chaussures. Je ne voudrais pas faire baisser la valeur de la propriété. Alix m'a lancé un regard de l'autre côté de la pièce, comme si c'était moi qui rendais la situation gênante. Théo buvait vite. Pas complètement ivre au début, mais bruyant. Il se tenait près de l'îlot de cuisine, racontant à l'un des cousins d'Alix que je classais probablement mes boîtes de conserve par ordre alphabétique. Puis il a dit, ça doit être sympa d'avoir une pièce entière juste pour se sentir important. J'étais juste là, une assiette en carton à la main. J'ai dit, c'est là que je travaille. Ouais. Les grands secrets de l'assurance. Il s'est penché vers Lucas, le cousin d'Alix. Tu sais qu'il a probablement des caméras sur les dessous de verre? Lucas a eu un petit rire gêné et a détourné le regard. Je suis sorti vérifier le barbecue parce que ça me donnait quelque chose à faire de mes mains. Environ 20 minutes plus tard, je suis rentré et j'ai vu Théo près du couloir. Pas dans le bureau, juste debout au début du couloir avec un verre à la main, fixant la porte fermée. Je me suis approché et j'ai gardé la voix basse. Cette pièce est interdite d'accès. Il a souri d'un air suffisant. Détends-toi, patron. Je n'allais pas voler tes déclarations d'impôts. Je ne vais pas débattre de ça dans mon couloir. Reste en dehors du bureau. Quelques personnes se sont tournées pour regarder. Alix est apparue à côté de moi, les joues rouges, les yeux vifs. Antoine, dit-elle à voix basse, mais pas assez bas. Ne me mets pas dans l'embarras devant ma famille. Je ne te mets pas dans l'embarras. Je lui rappelle la seule règle. Théo a eu un petit rire. Le visage d'Alix s'est durci. Ce n'est qu'une pièce. Arrête de te comporter comme un roi. Cette phrase a atterri exactement comme elle le voulait. Le couloir est devenu silencieux une fraction de seconde. Théo m'a souri, sachant qu'il avait gagné cette manche. Je sentais tout le monde attendre de voir ce que j'allais faire. Je voulais lui dire sur le champ que si la pièce n'était qu'une pièce, alors ne pas y entrer ne devrait pas être difficile. Je voulais dire à Théo de partir. Je voulais dire beaucoup de choses. Au lieu de ça, j'ai cédé. J'ai dit, d'accord, et je suis retourné vers la cuisine. Je me suis dit que je faisais preuve de maturité. En réalité, j'essayais juste de ne pas faire de scène à ma propre fête. L'heure suivante a semblé étrange. La musique est devenue plus forte. La cuisine sentait les oignons grillés et les boissons renversées. Des assiettes en carton s'empilaient sur toutes les surfaces. Les gens allaient et venaient du salon à la terrasse. Je me surprenais sans cesse à regarder vers le couloir. À un moment, j'ai remarqué que la lumière du couloir était allumée. Je pensais l'avoir laissée éteinte. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas vu Théo depuis plusieurs minutes. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, ce que les gens se disent juste avant de découvrir qu'ils ne l'étaient pas. J'ai posé mon assiette et j'ai descendu le couloir. La porte du bureau était entr'ouverte. Je savais que je l'avais fermée. Même avant d'allumer la lumière, la pièce semblait anormale. L'air était différent, comme quand on entre dans une pièce après le passage d'une tempête. J'ai poussé la porte pour l'ouvrir complètement. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé de comprendre ce que je voyais. Des papiers étaient éparpillés partout. Des dossiers clients avaient été ouverts et jetés sur le sol. Un des tiroirs de mon bureau pendait de travers. Mon moniteur était fissuré, l'écran parcouru de toiles d'araignée depuis un coin. Mon ordinateur portable était ouvert et mouillé, du café s'écoulant du clavier sur le tapis de bureau. Une canette de boisson était posée sur une pile de formulaires fiscaux. Puis j'ai vu la guitare. Elle était par terre, près de la bibliothèque. Le support était renversé à côté. Le manche était cassé à un angle qui m'a retourné l'estomac. Je me souviens m'être penché et l'avoir ramassé avec précaution. Les cordes pendaient. La sangle délavée était tordue en dessous. Cette petite marque près du bas était toujours là, et pour une raison quelconque, cela rendait les choses pires. Je me suis entendu dire, qui a fait ça? Alix est arrivée derrière moi. Corinne était derrière elle. Théo est apparu en dernier, appuyé contre le mur du couloir comme si tout cela n'était qu'un léger inconvénient.
Alix a regardé la pièce, et la première chose qu'elle a dite a été, ce n'est que du matériel. Pas oh mon Dieu. Pas je suis désolé. Pas qu'est-ce qui s'est passé? Juste, ce n'est que du matériel. Je me suis retourné avec le manche de guitare cassé à la main. C'était à mon père. Théo a haussé les épaules. J'ai à peine touché à quoi que ce soit. Tu as à peine touché à quoi que ce soit. Mec, c'était déjà le bazar là-dedans. J'ai heurté le bureau. J'ai regardé le café sur l'ordinateur portable, le moniteur fissuré, les dossiers par terre. Tu as heurté le bureau? Corinne s'est avancée, les paumes levées. Ne rendons pas les choses plus laides. J'ai ri une fois, et ce n'était pas mon rire. C'est déjà laid. Alix a dit, Antoine, baisse la voix. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Pas violemment. Pas d'une manière dont je suis fier, exactement. Mais quelque chose en moi est devenu froid et lucide. Je suis passé devant eux, je suis allé dans la cuisine, j'ai débranché l'enceinte, et la musique s'est arrêtée si soudainement que tout le monde s'est figé. J'ai dit, assez fort pour que toute la maison entende, la fête est finie. Tout le monde dehors. Maintenant. Théo a ri. Tu es sérieux? Je l'ai regardé. Ne touche à rien d'autre dans ma maison. Corinne a dit, Antoine, ne fais pas ça devant tout le monde. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Alix a attrapé mon bras. Tu m'humilies. J'ai retiré mon bras. Ton frère a saccagé mon bureau. Il a trop bu. Alors il peut aller boire ailleurs. Les gens ont commencé à bouger. Des sacs à main ont été saisis. Les enfants ont été rappelés du jardin. Quelqu'un n'a marmonné que c'était ridicule. Quelqu'un d'autre a dit, allez, partons. Le silence était pire que le bruit ne l'avait été. Théo est resté là, comme s'il pensait encore que je faisais un spectacle. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le commissariat. Les yeux d'Alix se sont écarquillés. Tu plaisantes? Non. La voix de Corinne a pris ce ton doucement culpabilisant. On n'appelle pas la police pour un membre de sa famille. Je l'ai regardé et j'ai dit, la famille ne détruit pas la maison de la famille. L'agent Lambert est arrivé environ 40 minutes plus tard, après que la plupart des gens soient partis et que la maison sente les burgers froids et les boissons renversées. Il était calme, pragmatique, et clairement habitué à entrer dans des situations familiales délicates. Il n'a pas agi comme si c'était une scène de crime dramatique, mais il n'a pas non plus balayé l'affaire d'un revers de main. Il a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai montré le bureau. Je lui ai montré l'ordinateur portable, le moniteur, les papiers, la guitare. Il a demandé qui y avait eu accès. Je lui ai dit que Théo avait été vu près du couloir et avait admis avoir heurté le bureau. Théo, qui avait un peu dégrisé à ce moment-là, a dit, c'est un drame familial. Il est juste en colère. L'agent Lambert l'a regardé et a dit, les dégradations matérielles ne cessent pas d'être des dégradations matérielles simplement parce que vous vous connaissez. C'était la première phrase que j'avais entendue de toute la soirée qui avait du sens. L'agent a rédigé un rapport. Il m'a dit de prendre des photos, de documenter la valeur des biens, de sauvegarder tous les messages et de contacter mon assureur si nécessaire. Il n'a pas arrêté Théo sur le champ, ce que Corinne a semblé prendre comme la preuve que j'avais surréagi. Mais j'avais un numéro de rapport. J'avais des photos. J'avais une trace. Après le départ de l'agent, Alix et moi nous tenions dans la cuisine au milieu des canettes de soda à moitié vides et des assiettes en carton imbibées de ketchup. Elle a dit, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. J'ai dit, je n'arrive pas à croire que tu sois en colère contre moi. Tu as mis ma famille dans l'embarras. Ton frère a saccagé mon bureau. Tu continues de dire ça comme s'il avait incendié la maison. Je l'ai fixé. Il a cassé la guitare de mon père. Sa bouche s'est crispée. Et je suis désolé pour ça, mais tu as complètement surréagi. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Je dis dormi, mais j'ai surtout fixé le plafond pendant que mon téléphone vibrait sur la table de chevet. La discussion de groupe de la famille sur WhatsApp était un désastre. Corinne a écrit, tout le monde est contrarié. Nous devons gérer ça en privé. Théo a écrit, tu essaies sérieusement de ruiner ma vie pour un ordinateur? L'un des cousins d'Alix a dit, c'était une fête. Des choses arrivent.
Quelqu'un d'autre a écrit, Antoine était effrayant ce soir. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais calme. Je n'étais pas calme. Je savais juste que tout ce que j'écrirais à minuit sortirait mal. Le lendemain matin, j'ai fait du café et j'ai commencé à constituer un dossier pour l'assurance à la table de la cuisine. Photos. Factures. Numéro de modèle. Une liste des fichiers endommagés. Des notes sur les problèmes potentiels de confidentialité des clients. L'ordinateur portable pouvait être remplacé, mais certains documents étaient tachés de café, et je devais déterminer ce qui devait être numérisé, récupéré, déchiqueté ou signalé. Ce n'était pas juste un inconvénient. C'était mon travail. Alors que je cherchais une vieille facture dans mes emails, je me suis souvenu de la caméra du couloir. Je l'avais installée des mois plus tôt après un vol de colis dans la boîte aux lettres. Elle était petite et pointait depuis le salon vers la porte d'entrée et le couloir. Je l'avais honnêtement oubliée. Elle ne voyait pas à l'intérieur du bureau, mais elle voyait le couloir et l'entrée du bureau. Mes mains étaient étrangement calmes quand j'ai ouvert l'application. L'horodatage indiquait 20h43. Théo a descendu le couloir et a ouvert la porte du bureau. Il a regardé par-dessus son épaule, puis est entré. Environ une minute plus tard, Alix est apparue. Elle se tenait devant la porte du bureau. Elle a regardé vers la cuisine, puis dans la pièce. Il y a eu un bruit de casse. Pas énorme, mais clair. Alix a tressailli, puis a ri. Pas un grand rire. Un petit rire nerveux, le genre que les gens utilisent quand ils savent que quelque chose ne va pas et veulent que ça paraisse anodin. Théo a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Alix s'est penchée plus près de l'embrasure de la porte et a dit, assez clairement pour que la caméra l'enregistre, ne touche juste à rien qui coûte cher. Puis elle s'est éloignée. J'ai regardé la vidéo 3 fois. La première fois, je me suis senti confus, comme si mon cerveau essayait de me protéger de l'évidence. La deuxième fois, j'ai eu la nausée. La troisième fois, j'ai vu mon mariage sous un autre jour. Alix n'avait pas été occupée dans la cuisine. Elle ne l'avait pas découvert en même temps que moi. Elle s'était tenue devant la pièce pendant que Théo était à l'intérieur, avait entendu quelque chose se casser, avait regardé à l'intérieur, avait ri, et l'avait seulement averti de ne pas rendre les conséquences trop coûteuses. Elle savait. Et quand j'ai découvert les dégâts, elle a dit, ce n'est que du matériel. J'ai sauvegardé la séquence vidéo. Puis je l'ai sauvegardée à nouveau sur mon disque dur externe et me la suis envoyée par email. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant un long moment. Alix dormait encore. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et des oiseaux dehors, comme si rien ne s'était passé. Quelque chose en moi s'est apaisé. J'ai arrêté d'essayer de trouver comment lui faire comprendre. J'ai arrêté d'essayer de me faire apprécier par sa famille. J'ai arrêté de construire mes réponses autour de ce qui me ferait paraître raisonnable aux yeux de gens qui avaient déjà décidé que j'étais le problème. J'ai ouvert la discussion de groupe de la famille et j'ai tapé un seul message. Puisque certains disent que j'ai surréagi, voici la vidéo du couloir de 20h43. J'enverrai l'estimation des dommages séparément. Puis j'ai joint la vidéo. Pendant environ 5 minutes, personne n'a rien dit. Puis Corinne a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai de nouveau laissé sonner. Théo a envoyé un SMS, tu es fou. J'ai répondu, tu as saccagé mon bureau. Je documente les faits. Corinne a écrit dans la discussion de groupe, Antoine, c'est humiliant. Retire ça. J'ai écrit, non. Ce qui est humiliant, c'est de voir tout le monde le défendre avant de savoir que j'avais la preuve. Alix est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard, son téléphone à la main. Ses cheveux étaient en désordre et son visage était pâle. Tu as envoyé ça à tout le monde? Oui. Tu ne m'en as même pas parlé d'abord? Je l'ai regardé. Les adultes ne rient pas en regardant leurs frères saccager les biens de leur mari. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais c'étaient des larmes de colère. J'étais nerveuse. Je ne savais pas qu'il faisait tout ça. Tu as entendu quelque chose se casser. Je pensais qu'il avait renversé quelque chose. Et tu lui as dit de ne rien toucher qui coûte cher. C'était une blague. Je me suis levé et je suis allé à l'évier parce que j'avais besoin d'une seconde avant de répondre. C'est ça le problème. Tu as pensé que ma limite était une blague.
Tu as pensé que mon bureau était une blague. Tu as pensé que la guitare de mon père n'était que du matériel. Elle a dit, tu en fais toute une histoire. Non. Je pense que je comprends enfin l'ampleur que ça avait déjà. Cet après-midi-là, j'ai envoyé à Théo un email avec les dommages détaillés. Devis de remplacement de l'ordinateur portable. Facture du moniteur. Inspection de la station d'accueil. Coût de récupération et de numérisation des documents. Fourniture de nettoyage du bureau. Estimation de la réparation de la guitare en attente. J'ai inclus le numéro du rapport de police et des captures d'écran de la vidéo du couloir. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas menacé avec des termes dramatiques. J'ai écrit que s'il n'acceptait pas de rembourser les dommages, je le poursuivrais en justice pour obtenir réparation. Corinne a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Elle a dit, Théo a fait une erreur. Il en a fait plusieurs. Il avait bu. Ça explique pourquoi il a été négligent. Ça n'efface pas ce qu'il a fait. Tu vas regretter d'avoir déchiré cette famille. J'ai regardé la guitare cassée sur le sol de mon bureau. Cette famille était déjà d'accord pour détruire ma maison. On ne poursuit pas sa famille en justice, a-t-elle dit. Alors la famille ne détruit pas la propriété de la famille. Elle est restée silencieuse, puis a dit, ça a été assez loin. Ça a été assez loin quand mon bureau a été saccagé. J'ai raccroché avant que la conversation ne tourne en rond. Plus tard dans la soirée, Lucas m'a envoyé un message privé. Lucas était le cousin d'Alix, un gars tranquille, pas du genre à aimer les histoires. Son message disait. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Théo parlait toute la soirée de vouloir t'humilier. Il n'arrêtait pas de dire que tu agissais comme si tu étais meilleur que tout le monde à cause du bureau. Je pensais qu'il était juste sous les déplacés. Je ne pensais pas qu'il ferait vraiment quelque chose. J'ai fixé ce message pendant un moment. Puis j'en ai fait une capture d'écran et je l'ai sauvegardé avec tout le reste. Quand Alix m'a vu faire ça, elle a dit, tu rassembles des preuves contre ma famille maintenant? J'ai dit, oui. Elle a semblé stupéfaite, comme si elle s'attendait à ce que j'ai honte. J'ai ajouté, et à partir de maintenant, on communique par écrit. C'est là que la dispute a vraiment commencé. Elle a dit que j'étais devenu froid. J'ai dit que froid valait mieux que stupide. Elle a dit que je tenais plus à une pièce qu'à elle. J'ai dit qu'elle avait regardé son frère violer la seule limite que j'avais fixée. Elle a dit que Théo avait trop bu et manquait de confiance en lui, et que je savais à quel point les choses avaient été difficiles pour lui. J'ai dit qu'être au chômage ne faisait pas de lui un enfant. Puis elle a prononcé la phrase qui a mis fin à ce qui restait de nous. Tu as choisi des choses au détriment de notre mariage. Je me tenais près de l'entrée du bureau. La pièce derrière moi avait toujours l'air dévastée. Mon bureau était éloigné du mur. Des serviettes en papier étaient étalées sous l'ordinateur portable. La guitare était sur une serviette par terre parce que je ne savais pas où la mettre d'autre. J'ai dit, non. Je choisis la seule maison où j'ai jamais été respecté. Elle a commencé à pleurer plus fort. C'est injuste. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai rejoué la vidéo. Alix s'est regardée à l'écran. Théo est entré. Elle est apparue. Le bruit de casse. Le rire. Sa voix disant, ne touche juste à rien qui coûte cher. Quand la vidéo s'est terminée, elle a dit, je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Tu pensais qu'il irait quelque part. J'essayais de ne pas faire de scène. Tu as fait de moi le problème. Elle s'est essuyé le visage. Alors quoi, tu me demandes de partir maintenant? Je n'ai pas répondu immédiatement parce que je savais qu'il ne fallait pas prendre de décision légale sous le coup de la colère. J'avais déjà pris rendez-vous avec un avocat pour le lendemain matin. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace et que nous parlerions après que j'ai obtenu un avis juridique. Elle a qualifié cela de manipulatoire. Puis elle m'a traité de sans cœur. Puis elle est partie et est restée chez Corinne cette nuit-là. Le lendemain, j'ai parlé avec un avocat. J'ai appris ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. La maison avait été achetée avant le mariage et était à mon nom, mais cela ne signifiait pas que je pouvais simplement jeter les affaires d'Alix sur le trottoir ou prétendre que le mariage n'avait jamais existé. L'avocat m'a dit d'être prudent, de tout documenter, d'éviter les menaces et de communiquer par écrit. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai changé le code du garage.
J'ai retiré la clé de secours de sous le pot de fleurs parce que la moitié de la famille d'Alix savait qu'elle était là. J'ai fait changer les serrures extérieures par un serrurier après avoir confirmé ce que j'étais autorisé à faire, et j'ai gardé la facture. J'ai emballé les affaires immédiates d'Alix proprement dans des cartons et les ai placés dans le salon, pas dehors, pas endommagés, pas jetés en vrac. Je lui ai envoyé un message disant que nous devions organiser une collecte et que toute communication devait se faire par SMS ou par email. Elle a répondu « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça pour un ordinateur portable ». J'ai écrit en retour « Ce n'est pas pour un ordinateur portable ». Elle a dit « Nous devons parler comme des adultes ». J'ai écrit « Les adultes ne rient pas pendant que leurs frères saccagent la propriété de leur mari ». Elle n'a pas répondu du reste de la journée. Quelques jours plus tard, j'ai entamé une procédure de séparation de corps. Je ne me sentais pas triomphant. Ça m'a surpris. J'avais pensé que passer à l'action me donnerait l'impression de gagner. En grande partie, c'était comme nettoyer après une tempête qui n'aurait jamais dû entrer dans la maison. Théo a essayé de continuer à jouer les durs pendant une semaine de plus. Il a envoyé des messages disant que j'étais dramatique, que la guitare était vieille de toute façon, et que j'essayais de ruiner sa vie. J'ai gardé des captures d'écran et je ne me suis pas engagé au-delà de la répétition du montant dû et de la date limite. Quand j'ai mentionné la poursuite en justice par écrit et que j'ai de nouveau joint le numéro du rapport de police, son ton a changé. Il a payé une partie des dommages en 2 versements. Je suppose que Corinne l'a aidé, bien que personne ne l'ait admis. Corinne a finalement envoyé le reste avec un mot qui disait « J'espère que cela mettra fin à cette laideur ». Je n'ai pas répondu au mot. J'ai encaissé le paiement et mis à jour le dossier. Certains parents sont restés du côté d'Alix, ou du moins sont restés silencieux d'une manière qui signifiait la même chose. Mais plusieurs ont cessé de défendre Théo après la vidéo. La discussion de groupe qui m'avait si bruyamment qualifié de dramatique est devenue presque complètement silencieuse. C'est drôle comme les gens perdent vite leurs opinions quand les preuves apparaissent. Le processus avec l'assurance a été ennuyeux et lent. L'ordinateur portable a été remplacé, mais la récupération et le tri des documents ont pris plus de temps que tout le reste. J'ai dû vérifier quel dossier client était endommagé, numériser ce qui pouvait être sauvé, déchiqueter ce qui ne le pouvait pas, et mettre à jour les copies numériques. J'ai passé des heures à faire un travail que je n'aurais jamais dû avoir à faire parce qu'un adulte voulait prouver que je n'étais pas spécial. Le moniteur a été facile. Un écran est un écran. La guitare n'a pas été facile. Je l'ai emmené chez un luthier environ 2 semaines après la fête. C'était un homme plus âgé avec des cheveux argentés et des mains prudentes. Il l'a posée sur le comptoir comme si elle méritait le respect. Il l'a examinée et a dit « Elle ne sonnera plus jamais pareil, mais on peut l'empêcher de tomber en morceaux. » Pour une raison quelconque, cela m'a presque brisé plus que de la voir par terre. Je lui ai dit « Je veux juste la garder. » Il a hoché la tête comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire. Quand je l'ai récupéré plus tard, le manche avait été stabilisé. On pouvait encore voir où il s'était cassé. Ce n'était pas joli, mais c'était assez entier pour être accroché. Je l'ai monté au mur dans mon bureau, au-dessus de la petite bibliothèque. J'ai mis la sangle délavée à côté. Le bureau est différent maintenant. Nouveau moniteur. Nouvel ordinateur portable. Nouvelle serrure sur la porte. Moins d'objets personnels à la vue de tous. Les cartes de football sont dans une meilleure boîte de rangement. Les dossiers clients sont dans une armoire verrouillée. La guitare est accrochée là où je peux la voir de mon bureau. Alix est revenue une fois avec Corinne pour récupérer d'autres de ses affaires. Elle a pleuré en voyant les cartons. Corinne s'est tenue dans mon salon en regardant autour d'elle comme si elle voulait dire quelque chose sur jusqu'où j'avais poussé les choses, mais pour une fois, elle ne l'a pas fait. Alix a demandé si je pensais vraiment que notre mariage valait la peine d'être terminé pour une seule nuit terrible. J'ai dit, ce n'était pas une seule nuit. C'était la nuit où j'ai enfin eu la preuve. Elle a regardé la caméra du couloir, puis moi. Alors c'est tout? J'ai dit, c'est tout. Il n'y a pas eu d'adieu dramatique. Pas de cri. Pas de discours qui a arrangé quoi que ce soit. Elle a pris ses affaires et est partie. Le divorce a suivi plus tard. Ce n'était pas instantané, et ce n'était pas propre au sens émotionnel, mais c'était clair. La maison est restée la mienne. Mon avocat s'est occupé de ce qui devait être réglé. Théo a fini de payer ce qu'il devait.
Corinne a cessé de me contacter après que je lui ai dit une fois, par écrit, que je ne discuterai pas du mariage ou des dommages par téléphone. Pendant longtemps, j'ai continué à me demander si j'aurais dû être plus ferme plus tôt. Peut-être que j'aurais dû mettre fin aux blagues plus tôt. Peut-être que j'aurais dû fermer le bureau à clé dès le premier jour. Peut-être que j'aurais dû comprendre que quelqu'un qui qualifie votre limite d'embarrassante n'est pas confus. Il n'aime tout simplement pas que vous en ayez une. Mais je sais aussi ceci, je n'aurais pas dû avoir besoin d'une caméra pour prouver que je méritais le respect dans ma propre maison. Avant, je pensais que maintenir la paix signifiait rester silencieux. Je pensais que si je restais assez raisonnable, assez patient, assez poli, les gens finiraient par me rencontrer à mi-chemin. Mais certaines personnes voient la patience comme une permission. Certaines personnes entendent une limite calme et la traitent comme un défi. Maintenant, ma maison est silencieuse. Personne n'ouvre les placards pour marquer un point. Personne ne rit dans le couloir pendant que quelque chose se casse derrière une porte fermée. Personne ne me dit que la guitare de mon père n'est que du matériel parce qu'il est mal à l'aise avec les conséquences. Je garde toujours le bureau fermé à clé. Pas parce que je suis contrôlant. Pas parce que je pense que chaque invité est une menace. Je le garde fermé à clé parce que cette pièce me rappelle ce que j'ai construit, ce que j'ai perdu, et ce que j'ai finalement arrêté d'expliquer. Les limites ne sont pas impolies. Ce sont des portes. Et les gens qui vous respectent n'ont pas besoin de les défoncer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.